Fait que, vas-y. Oui, bonjour tout le monde, c'est Patrick Milo pour le podcast Mon Prospecteur. Je suis très excité aujourd'hui parce qu'on fait une petite nouvelle. Oui, je vois mon lit, on se parle par Skype. J'ai mon nouveau co-animateur. On s'est rendu qu'on va être Yes! trois pour animer ça. Bonjour Oli, peux-tu te présenter un peu? Absolument, on ajoute un peu de dynamisme. Salut tout le monde, Olivier Lepage, investisseur immobilier. Je viens me joindre à Patrick Milo pour qu'on puisse interviewer. Donc, à partir de maintenant, moi et Patrick, on va être ensemble. On va bombarder les invités de questions pour vous autres, savoir c'est quoi les choses importantes, apprendre des trucs et toutes sortes de choses. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on est vraiment content et vraiment chanceux d'avoir Jean-Pierre Campeau. On a eu la chance de l'interviewer. On lui a Une machine. posé un paquet de questions. Écoute, Jean-Pierre, ça fait quoi? Un an qu'il nous disait qu'il était à temps plein. Il a fait déjà beaucoup de projets, conversions. Il y a plein de trucs aussi avec les locataires et tout ça. Ça vaut la peine d'être écouté jusqu'à la fin. Donc, restez là, puis vous allez apprendre plein de bonnes choses, vous allez voir. Ouais, c'est très intéressant. Puis toi, Oli, je sais qu'un peu tout le monde te connaît, mais qu'est-ce que tu fais un peu? Peux-tu nous Tout le expliquer? monde. Il reste encore trois quatre personnes qui ne me connaissent pas, Colin. Il va falloir C'est aller ça. sonner à leur porte et aller les voir. Donc, moi, comme Jean-Pierre, je suis investisseur immobilier à temps plein depuis maintenant 3 ans, puis depuis 7 ans et demi à temps partiel. Donc, ça fait un bout que je suis là-dedans. Donc, j'ai deux, trois questions pertinentes, mais c'est purement pour moi. Écoute, moi, je veux poser des questions pour mon apprentissage. Non, c'est une joke, c'est un peu pour tout le monde. Mais effectivement, écoute, je me joins à toi, Patrick, pas juste pour ajouter de la qualité sonore, mais aussi pour ajouter quelques questions. Fait qu'à deux, on va créer un dynamisme incroyable pour divertir les gens encore mieux. Oui, fait que tout le monde écoutez, ouvrez grand vos oreilles. Ça va être très intéressant, Jean-Pierre. Comme on disait, c'est vraiment une machine. Et avec l'ajout d'Olivier, on a de quoi de vraiment hot. Donc, je vous laisse écouter le podcast. Lâchez pas, gang. Fait que, on vous show de ça. Et voilà. Salut Jean-Pierre! Merci Jean-Pierre d'être là. Merci Ben, ça me Jean-Pierre fait d'avoir plaisir. accepté notre invitation. On était excités de te parler. Moi, j'ai vu ta face plein de fois sur Facebook, mais là, je te vois en vrai. C'est le fun. Voilà. C'est la même chose, hein? C'est ça qu'on voit, on voit des petites photos, là, puis là, c'est comme Ah, c'est Exact. ça que t'as l'air en vrai. C'est lui Même plus finalement. beau en vrai, hein? Pareil, hein, c'est ça. Exact. Exact. Excellent. Fait que, on va commencer dans le fond comme si on s'appelait et tout et tout. Fait que, C'est ça, on va faire ça officiel. ouais, OK. Fait que nous autres, Pat, dans le fond, on fera une intro après. ouais, Mais, c'est en plein ça, je me disais. puis là, après ça, ben, OK. clic, on coupe, puis là, on fait comme si on venait d'arriver. Ah, Fait, c'est bon. fait que, Yes. Fait que, hey, salut Jean-Pierre, comment ça va? Salut, ça va super bien. Et toi? Moi, ça va super bien. Puis toi, Ali? ah, ben super, merci d'être soucié de moi, Fiu. Je pensais que j'étais dans le coin. Non, ça va super bien, merci les gars. On est super content de t'avoir avec nous autres, Jean-Pierre. On a Ah, moi entendu aussi. parler de toi en bien, on a même essayé de faire des recherches sur toi, puis on a vu que tu avais accompli déjà quand même beaucoup de choses. C'est quand même impressionnant. Fait Je me qu'on suis a, amusé pas mal là, la dernière année. Ouais. ouais, bon, mais on avait hâte de te poser des questions là-dessus, justement, sur savoir qu'est-ce qui s'est C'est passé, excellent. connaître un peu plus ton parcours, connaître Mhm. tes bons coups, tes mauvais coups, savoir un petit peu tes stratégies, savoir où est-ce que Ouais. tu t'en vas avec tout ça. Fait que, on va te poser plein de questions là-dessus. Mais tout d'abord, on aimerait ça savoir, dans le fond, comment tu as commencé, qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier, c'était quoi tes premiers trucs que tu as fait? Mais en fait, la première des choses, au tout début, moi, je viens du domaine pharmaceutique. Quand j'ai été une vingtaine d'années dans le domaine pharmaceutique comme représentant, OK. fait que veux pas, j'avais à rencontrer plusieurs clients, médecins, ces choses-là. Ça fait que je m'intéressais à la représentation beaucoup, au développement d'affaires, ces choses-là. Puis tranquillement, pas vite, je me suis intéressé à l'immobilier, puis j'ai commencé par acheter un duplex en plus de ma maison, ces choses-là. Ça a bien été. Ça fait Puis combien de ça, temps, ça? Combien- ça date à peu près 5 ans, à OK. peu près 5 ans. Puis, j'avais pas suivi de cours à rien, mais là, je me suis même intéressé. J'ai lu plein de livres Fait que tu t'es là-dessus. vraiment lancé, tu as acheté ton premier duplex, puis tu n'avais aucune idée de ce que tu faisais, dans le fond, là. Ouais, un petit peu, mais pas. Écoute, j'avais pas de formation ou whatever, là. Mais tu Comme, connaissais la base comme tous les vendeurs qui font comme moi. Je connais ça, j'ai exactement. vendu ma maison, je connais ça l'immobilier. Exact. J'avais quand même fait des calculs. Finalement, ce que je suis content, c'est que je ne m'étais pas planté pour mon premier, là. Et ça, Fait c'est que je l'ai génial. Ça, c'est encore, puis il est génial. rentable, là. Mais ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. J'ai été bien conseillé aussi. J'ai eu un bon courtier dans la transaction. Merveilleux. Fait que ça donne un bon coup de main. Est-ce que c'est un C'est courtier que quand tu on est bien connaissais conseillé. déjà? En fait, c'était mon père. Ah, Fait qu'il n'y ouais. avait pas le choix Ça, d'être bon.
C'est Exactement. un bon point de départ. Dans le fond, il m'a donné un bon coup de main là-dessus. Ça fait que là, ça veut pas, j'avais déjà un intérêt pour ça. Puis dans le pharmaceutique, mais il y avait beaucoup de restructuration, beaucoup de downsizing. Puis j'envisageais pas faire encore 20-25 heures là-dedans. Là. J'ai eu beaucoup de passion dans ce domaine-là, des belles années, mais j'avais le goût d'autre chose. Ça faisait 4-5 ans que je voulais changer de domaine. J'explorais plusieurs choses, puis à un moment donné, j'ai eu une piqûre pour l'immobilier en lisant des livres, en suivant ensuite un coaching avec le club immobilier. Ça m'a vraiment lancé d'aller chercher des compétences que j'avais pas. Évidemment, c'est comme ça un peu que je me suis intéressé à l'immobilier. Puis suite au coaching, mais ça a allumé le feu en moi là, de vouloir vraiment créer quelque chose, faire une différence, d'aller faire des partenariats aussi. C'est ce qui m'a intéressé. À un moment donné, j'ai eu une occasion de quitter mon emploi. Je préparais mon départ du pharmaceutique depuis 4-5 ans, en ayant eu plusieurs projets d'affaires, mais rien de concluant. Et à un moment donné, je me suis vraiment consacré à un projet pour lancer une entreprise de partenariat d'investissement immobilier. Puis ça a été la voie que j'ai utilisée là, pour partir. Ça a été un peu plus précipité que prévu parce qu'il y a une occasion qui s'est présentée de quitter mon emploi. Ça fait que ça l'a donné un bon coup de main avec un package et tout. Fait que ce que ça l'a fait en sorte, c'est que ça m'a permis de me jeter dedans et de me lancer vraiment à temps plein. C'est ce qui a fait vraiment la différence. Là. Puis ça, c'est l'été dernier. Ça fait que ça va faire 1 an. En fait, la semaine prochaine. Là. C'est quand même récent. Là. Ça va faire 1 an pour jour. Là. Merci. Hey, c'est très Dis-moi, je savais pas Jean-Pierre. j'avais l'impression de me jeter vraiment dans le beurre, là, puis pas trop savoir qu'est-ce qui arrivait, parce que concrètement, oui, il y avait des projets, j'avais déjà une compagnie, j'avais déjà une affaire qui roulait, c'était une transformation d'un 6-plex en 8 condos qui était déjà négocié avec des partenaires d'affaires, qu'on vient de terminer d'ailleurs. Je te dirais que ça a été une année où il y a eu des hauts et des bas, évidemment, là, parce que en se lançant comme ça, on sait que ça se fait pas tout seul. Hein. J'avais déjà un certain background, mais qu'est-ce qui a fait de la différence, c'est la qualité des partenaires aussi. Ça fait d'accord. Parce que c'est vrai que... Comment tu trouves des partenaires de qualité? Est-ce que tu les as trouvés pendant tes coachings, en réseautage? Je dirais les deux, parce que ça a tout commencé, dans mon cas à moi, là, ça a commencé avec le club immobilier. J'ai suivi le coaching régulier, puis je me suis fait des amis là-dedans. Puis ça a été très avantageux pour moi parce que suite à ces coachings-là, mais c'est le réseautage qui a été fait qui fait en sorte qu'avec des amis, on a starté quelque chose. On a commencé par starter un mastermind sans même penser qu'on s'associerait ensemble. Ça fait que là, on s'entraidait, puis ça a été très, très bénéfique. C'est des gens qui avaient de l'expérience, beaucoup, dans différents domaines de l'immobilier. Certains faisaient des flips, d'autres faisaient plus de l'accumulation, différents projets. Un autre faisait de la transformation. Fait qu'on était complémentaires dans notre mastermind, puis on est devenus des amis, puis on a starté un projet ensemble. Comme ça a comme parti un peu comme ça. Puis évidemment, le coaching, ben, tu vas chercher des compétences, mais surtout du réseautage et des bons contacts. Dans mon cas, ça a été très bénéfique. Oui, effectivement, les contacts, c'est super important. Qui a starté la patente. Là. Fait que ce que tu dis, c'est que ces personnes-là, tu ne les connaissais pas avant, tu les as rencontrées, dans le fond, à travers le coaching puis le réseautage dans à travers le coaching, à travers la semaine dans le sud là, du club immobilier, là, je m'étais inscrit à la semaine, ils appellent ça la semaine des millionnaires. Là. Ça a été un méchant trip. Là, puis ces gens-là, c'était des gens hyper passionnés, un peu comme moi, qui avaient la piqûre. Puis moi, j'ai vraiment l'impression de m'être lancé dans le vide, puis d'avoir un peu créé le parachute, un peu comme l'analogie qui dit on se lance en bas de l'avion, puis on fait un parachute avant d'arriver en bas. Là. Je me sentais un peu comme ça toute l'année dernière, avec des hauts et des bas. On sait qu'avant de faire un projet qui marche, il y en a 20 qui n'ont pas marché. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'est cassé le nez une fois ou deux avec certains problèmes de CCQ, des affaires comme ça. Un entrepreneur non conforme, on a récupéré le bal. Fait que finalement, au bout de la ligne, ça a été une année très, très, très intéressante avec, je te dirais, 3 partenariats qui ont été développés, puis 2 trucs que j'ai achetés seul aussi. Puis des projets un peu différents, là, autant des multilogements que des immeubles en transformation. Là. Ça fait que ça a été bien intéressant comme année. Super. Puis en fait, tu touches un peu pas mal à tout.
si je comprends bien. Tu t'as spécialisé dans quelque chose? Est-ce quelque chose que tu as spécialisé ou tout un deal, ça peut être bon pour toi? Ben, je te dirais, moi, ce que je me spécialise, c'est création de valeur, optimisation. OK. C'est vraiment ça. Et les partenariats. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais m'embarquer dans n'importe quoi. Si je ne suis pas à l'aise avec le deal que j'ai devant moi, je vais le vendre. Quand on dit session de promesse d'achat, par exemple, là. Ouais. Comme si pour une raison ou une autre, j'ai pas l'équipe, j'ai pas les ressources ou whatever. Tu sais, si l'opportunité est bonne, j'essaie de pas le passer à côté. Puis j'ai fait au moins, tu vois, j'ai fait 2 sessions de promesses d'achat la dernière année, justement parce que c'était des opportunités, soit qui n'étaient pas dans mon secteur, soit que c'était pas le domaine d'expertise que j'avais, puis j'avais pas de partenaire pour les faire. Ou encore, ça m'intéressait moins comme opportunité, mais au lieu de la laisser tomber, on en profite un peu aussi, là. Parfait. Écoute, Jean-Pierre, j'aimerais ça reculer un petit peu. Tu nous as parlé, si on commence à partir du début, ton duplex. Si tu es d'accord avec ça, si tu veux bien nous partager un peu les chiffres, parce que tu nous parlais de rentabilité et tout ça, puis tu sais, bon, on entend beaucoup, c'est rentable, c'est bon, je l'ai acheté pas cher, mais je veux savoir des chiffres. Parle-moi de chiffres. Si on regarde les chiffres, le duplex en question, en fait, c'est une maison à revenus avec un bachelor en bas, qui est sur Blainville, à 2 coins de rue de ma maison. Ça, c'est avantageux au niveau gestion. Ouais. Ça fait que quand je l'ai acheté, le monsieur restait en haut, puis il quittait lui pour une retraite. Puis il y avait sa sœur qui habitait le sous-sol. Là, après, il avait reloué à quelqu'un d'autre. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai acheté ça 330 000, là, combien d'années? 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 ans et demi à peu près. Okay. Puis, ce que j'ai fait, c'est qu'il est très bien loué. Donc, c'est un 4,5 au sous-sol, puis un 5,5 en haut, avec terrasse et tout. Ça fait que j'ai pu hausser les revenus parce qu'au sous-sol, il était loué 620. Il est présentement loué 7,95, non chauffé, non éclairé, non rien. Bon. Aucun service. Puis, au rez-de-chaussée, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une thermopompe. Il y avait déjà une piscine en arrière. Puis, je loue 1315 au rez-de-chaussée avec rien de... Fait autrement dit, présentement, il rapporte à peu près 25 000 quelques par année. Mais il y a très, très peu de dépenses parce que... comme, il y a le revenu de certains triplex. Hein? Il y a des triplex à 450 000 qui ont ces revenus. Combien tu penses que ça vaudrait aujourd'hui, ça? En fait, je viens de refinancer, puis il était évalué à 400. OK. Fait que déjà là, tu es allé chercher une bonne équité. C'est ça, exactement. Exact. Fait que ça, c'était mon premier. Là. Puis l'avantage que j'ai, c'est que j'ai 2 personnes âgées qui habitent, un en bas, un en haut. Ils me font 12 chèques pour l'année. Puis l'immeuble a moins de 10 ans, donc c'est une maison assez récente. Fait qu'il n'y a pas d'entretien. Il y a quasiment... oui, j'en fais un peu, l'entretien préventif, mais comme l'année passée, ça a coûté 312 $ d'entretien. C'est juste pour dire qu'il me coûte... Vu que j'ai des bons locataires, eux autres, ils entretiennent bien. Je pense que c'est ça la clé. Ils s'entendent super bien les deux aussi. C'est un couple de personnes âgées en haut, un couple de une personne tout seul en bas. Ça fait que... Ça, c'est vraiment absolument génial parce que j'aurais pu jouer à des jeunes aussi. Je l'ai fait au début, puis c'était correct aussi. C'est juste que vu que j'avais un couple de personnes âgées en haut, il y avait un avantage que ça s'abrasse moins au sous-sol pour qu'ils restent longtemps. Fait que là, ils sont super contents, ceux en haut, ils veulent rester là pendant 10-15 ans. Fait qu'ils vont payer... Ils vont payer la maison, là, ça se paye tout seul. Puis, fait qu'à date, ce que je vois, là, c'est une bonne leçon à apprendre de ton expérience. C'est bien t'entourer, autant les locataires que les partenaires. Parce que là, tu dis que tu as 2 bons locataires qui t'aident à... Puis tu n'as pas de problème. Puis en plus, tu as eu des bons partenaires. Fait que tu as bien choisi le monde qui t'ont entouré. La qualité des locataires, je pense que c'est numéro 1. Là, parce que... Je suis entièrement d'accord. Tous ceux qui ont eu des cauchemars avec les locataires vont être d'accord avec toi à 100%. C'est tellement vrai. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. La première fois que j'ai fait une enquête de crédit pour louer cette maison-là, comme je m'y connaissais peu, puis je savais qu'il fallait en faire, là. Ça fait que j'avais fait affaire avec l'association des propriétaires à l'époque, là. J'avais pris un membership là parce que je m'y connaissais mal, puis ils m'avaient bien conseillé et tout. Puis au début, je me disais, est-ce que j'envoie ou pas l'évaluation? Ça va me coûter 100$ pour les deux, là. Puis vraiment, là, j'hésitais,
tu n'as pas d'expérience, ils se présentent bien, un couple d'à peu près 55 ans, belle auto, belle apparence. Ils t'arrivent avec ils m'ont arrivé avec leur T4 et leur talon de paye. Aujourd'hui, ça me sonnerait une cloche, mais à l'époque, j'avais pas d'expérience. Tu sais, comme quelqu'un qui arrive avec trop de papier, tu devrais être méfiant. Fait que là, ils voulaient signer tout de suite. Tu sais. Ouais, Fait par exemple, il avait l'air super, le couple. Là, j'ai eu une petite lumière qui m'a dit, bon, je devrais peut-être l'envoyer. Puis finalement, il y avait 6 mois de retard de loyer, là. Puis une faillite antérieure. Fait que ça faisait 6 mois que leur ancien propriétaire attendait d'être payé. C'est juste pour dire que ma première enquête de crédit m'a donné une leçon incroyable. Que vraiment. Plus jamais ça a valu 100 pièces. C'est ça. Mettons que la 100 pièces valait la peine. Puis j'ai vraiment hésité à l'envoyer. Mais aujourd'hui, ça aurait été une méchante gaffe. Là. Puis depuis ce temps-là, j'imagine que tu as toujours fait des enquêtes de crédit. C'est jamais arrivé que... En tout temps. Ça arrive une fois en ça. Même des fois, je le sais que ça va passer puis ça va bien aller. Là, mais je me rappelle tout le temps de cet événement-là. Puis c'est un réflexe automatique. Il y a personne à qui je loue qui n'a pas d'enquête. Sauf exception, c'est-à-dire j'ai deux sixplex qui sont situés sur la rive sud, dans un secteur qui est plutôt de bien-être social et ces choses-là. Dans ces 2 blocs-là, on n'a pas l'habitude de faire d'enquête comme telle de crédit, mais on vérifie toujours s'il y a des dossiers à la régie, par exemple. OK, ouais. Le minimum. Là, c'est ça. Ça fait que le concierge là-bas, il vérifie au moins s'il y a des... C'est ça, exactement. Il faut faire des vérifications. Puis une des vérifications que je fais toujours, puis ça se joue... ça peut jouer des tours pas mal, hein, c'est Facebook, là. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un qui veut louer, là, on fait des méchantes belles découvertes là-dessus des fois. Là. Fait que toi, tu t'en vas faire une petite enquête sur Facebook avec le nom, voir qu'est-ce que le profil a l'air. J'imprime la ligne tout le temps dans mon dossier. Comme ça, si un jour j'ai à les retrouver, je peux les retrouver via leurs amis. Fait que, très bonne idée. C'est un investissement. En même temps, comment? Petite question technique. Mettons que tout est beau, l'enquête est belle. Ouais. Et sur Facebook, tu vois que tu es un peu, en parenthèse, un cabochon, puis tu le refuses. Est-ce que tu as le droit de le refuser parce que sur Facebook, ça n'avait pas d'allure? Tu ne vas pas y dire que tu le refuses à cause de son Facebook. Moi, quand je fais venir quelqu'un pour visiter un logement, mais il n'est jamais tout seul. Il y a toujours quelqu'un qui vient avant lui ou après lui, dans le sens que ce soit vrai ou pas. Là. Ouais. C'est ça. Mais ça, il ne faut pas le dire trop fort. Fait qu'on garde ça entre nous autres. C'est ça. Garde ça entre nous. Là. Je sais que c'est public, votre patente. Là. En tout cas, il y en a toujours un deuxième. Puis dans la plupart des cas, il n'y en a pas nécessairement. Mais tout ça pour dire que tu n'as pas le choix de faire ça hein, avec les réglementations actuelles. Puis moi, ce que je fais, là, c'est simplement un conseil d'un de mes coachs qui disait tu fais juste dire qu'il ne répond pas à tes critères. Mais tu n'énumères pas c'est quoi les critères. Ouais. Puis moi, puis au moment de l'enquête de crédit, je le dis d'emblée pour gérer leurs attentes. Je le dis. Puis de toute façon, quand tu envoies une enquête de crédit, tu n'as pas le droit de dire pourquoi il est refusé après. Parce que c'est confidentiel, tu signes un entente de confidentialité. En réalité, je les explique ça, comme ça, j'ai moins de questions après. Parce que quand je les rappelle pour leur dire qu'ils ne sont pas pris, ce que je leur dis, écoutez, malheureusement, comme on avait dit, je n'ai pas le droit de vous dire pourquoi, mais je ne peux pas vous prendre. That's it. Puis la raison pour laquelle je ne peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai un entente de confidentialité avec la personne qui a fait, avec la compagnie qui a fait l'enquête de crédit. Fait que tu évites bien des problèmes en faisant ça. Ouais. Super bon truc, ça. That's it. Puis, faut pas, tu sais, si tu essaies d'expliquer, là, c'est là que tu peux t'enfarger, là. C'est vrai. Mettons que ça arrive à tout le monde, hein. Tu essaies de les expliquer pourquoi ils sont pas pris, là. Ouais. Ça vire tout le temps mal. En effet. Écoute, Jean-Pierre, tu nous expliquais que c'est ta première année. En fait, ça va faire presque... ça fait tout près d'un an que tu as commencé. Peux-tu nous énumérer un petit peu dans la dernière année le nombre de transactions que tu as faites, le nombre de bâtisses que tu as achetées? Avec plaisir. En fait, tu vois, la dernière année, au moment de quitter mon emploi, on notariait un 6 logements avec des partenaires d'affaires. C'était ma gang de mastermind, là, justement. On avait trouvé une opportunité
via justement un contact. C'est justement une session de promesse d'achat qu'on a acheté. OK. Puis cet immeuble-là, au début, on voulait juste l'optimiser. On voulait, c'est-à-dire, on voulait juste mettre un petit peu d'argent dedans, genre un 100 000, puis louer ça tel quel, puis un peu refinancer, tu sais, une affaire de 2-3 mois, là. Fait que si Mais tu as finalement, si t'as acheté une promesse d'achat, si ça ne te gêne pas, veux-tu nous parler encore une fois un petit peu des chiffres pour mettre en contexte un petit peu? Cet immeuble-là, on a payé ça 445 000. Non, 465 000. 465 000. Ça, c'est un 6 logements dans le quartier Hochelaga. Exact. OK. Puis là, au début, on se disait, on met un 100 000, on met ça propre, on roule ça tel quel. C'est tout des 3,5. Là. Okay. Fait que là, au moment où on s'est mis à aller plus en détail, parce que là, c'était pas notre inspecteur qui avait inspecté, il n'y avait pas eu de test de plomberie et tout, vous me voyez venir un peu. Fait que là, la plomberie coulait de partout. Le diagnostic, c'était qu'il fallait stripper les salles de bain. Fait que rendu là, on s'est dit, bon, tant qu'à stripper les salles de bain avec les transformation majeure, strippons tout au complet. J'ai plus le goût de le faire, là, avec tout ce qui est arrivé. Mais finalement, on a strippé les meubles à 100% ou quasiment. Là, on dit à 88,9% pour pas dépasser. T'avais-tu des locataires? Y a-tu fallu que tu les relocalises? Il y avait 7 locataires. Parce que ça, c'était une succession. C'était un monsieur qui était décédé. Puis, il y avait une seule locataire. Puis, le monsieur, lui, il utilisait les meubles comme un atelier. Là. Il y avait des vélos partout, des meubles partout. Fait qu'il y avait juste une locataire avec laquelle on a fait une entente à l'amiable, très avantageuse. Il a même trouvé un logement. Une de mes partenaires s'est impliquée. Là. La dame était craintive. Ça faisait 10 ans qu'elle habitait là. Mais d'un autre côté, ça faisait bien son affaire parce qu'elle était toute seule dans un 6 logements. Comme, ça fait que ça faisait son affaire de quitter, mais on y a... Tu sais, moi, je trouve ça important quand on fait des transformations comme ça, le respect de ces gens-là qui habitent sur place, là, la façon de faire les ententes. Fait on l'a vraiment vu qu'elle était une dame très, très stressée et tout. Elle avait besoin d'un coup de main. On lui a carrément aidé à trouver un appartement. On l'a référé parce que c'était une bonne locataire. Elle payait bien et tout, avec une prime pour son déménagement. Là. Alors, fait qu'elle a quitté complètement ou vous l'avez déplacé puis repris après? Non, elle a quitté complètement. OK. Elle faisait son affaire. Fait que là, tu te retrouvais avec un immeuble, 6 logements vides. 6 logements vides à 100%. Super. J'aimerais ça savoir, en gros, excusez-moi, combien ça a coûté pour l'évincer, la locataire? 1500. 1500, puis elle était partie. C'est vraiment pas cher entre vous et moi. Là. Oui, vraiment. Non, c'est ça. Vraiment. Normalement, c'est pas mal plus. Ouais. Excellent. C'est juste un locataire sur 6, ça, c'est le fun quand tu as dû voir ça. Exactement. Wow. Exact. Fait que là, finalement, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? C'est qu'on a, par la suite, évidemment, on s'est rendu compte qu'il fallait tout stripper. Ça fait que là, on s'est dit, bon, on va s'embarquer, on va revendre ça en condo. Évidemment, condo individu, là, parce qu'il y a un moratoire. Ouais. Fait que là, finalement, on oriente le projet différemment, on fait nos plans et tout. Puis, on start le projet. Ça fait que là, on se dit, bon, on va y aller 400 000 de frais. Fait que finalement, ça n'a pas coûté ça, évidemment. On double quasiment la facture. Parce que là, c'est là qu'est arrivé l'entrepreneur non conforme. Là. Ça fait qu'on a fait affaire à un entrepreneur qui était pas en règle, puis on l'a su au moment que la CCQ a débarqué. Là, au mois de janvier. Vous pensiez qu'il était en règle au début? On pensait qu'il était en règle, c'est ça, exactement. Pour toutes sortes de raisons. Ça fait qu'encore une fois, un gros apprentissage. Nous faire des enquêtes pour les entrepreneurs aussi. C'est ça, exactement. Là, je suis devenu entrepreneur moi-même. Là. J'ai mon... Depuis 2 semaines, là, je suis entrepreneur général. Ça fait que tout nouveau. Puis on sait comment les vérifier. C'est ça, maintenant, c'est clair que ça n'arrivera plus. Fait que là, finalement, c'est pas parce qu'ils sont pas corrects. Quand c'est du bon monde et tout, ils veulent travailler, ils veulent faire les choses, mais d'un autre côté, ça marche plus de même. Là. Tu peux plus faire des projets avec du monde qui n'ont pas de papier. Là. Alors, surtout un projet de cette ampleur-là. C'est ça, exactement. Par contre, la job était super bien faite, pareil. Là, c'est pas, les gars, il y avait des cartes de compétences qui étaient sur le chantier. C'est l'entrepreneur qui n'avait pas ces choses en règle. Là. OK. Fait que, tout ça pour dire que finalement, on a eu un arrêt de chantier pendant 3-4 mois avec les grosses pancartes d'injonction, d'arrêt de projet. Puis on a dû finir le projet. Le projet, il finit là cette semaine.
En fait, ben, cette semaine-là, c'est fermé pour la construction, mais Ouais. on finit d'installer les cuisines au sous-sol la semaine prochaine au retour des vacances. Puis nos 8 logements sont loués finalement. Parce que là, la raison pour laquelle on a décidé de ne pas vendre en condo, c'est les délais. Parce que là, on a raté, à cause de l'arrêt de chantier, on a raté la saison de vente. Fait on a essayé un peu, là. Puis l'autre chose aussi, il y a toutes sortes de restrictions au niveau des condos. Entre autres, maintenant, tu dois être entrepreneur général. La compagnie doit être entrepreneur général pour revendre les condos légalement, normalement. Il y en a bien qui ne le savent pas. Ouais. Il y en a bien qui ne le savent pas. Il y en a bien qui ne le sont pas. Mais au niveau légal, avec nous, on avait un projet avec la CCQ qui nous a suivis là, entre le mois de janvier et maintenant, avec des visites très régulières sur le chantier. Ça fait qu'il fallait être en règle à 100%. On l'a été, là. Puis d'ailleurs, je conseille à tout le monde de l'être, là, comme on sait. C'est ça. Surtout quand ils sont chez nous, on n'a pas trop le choix. Fait que tout ça pour dire, on a reparti le bal avec un autre entrepreneur. Évidemment, les coûts ont explosé à comparer de qu'est-ce que ça aurait dû être. Fait que, heureusement qu'on ne l'avait pas payé cher. Puis là, on est en refinancement. Ça fait qu'on va chercher un refinancement intéressant. Puis ça fait en sorte que... Combien la banque a évalué votre projet maintenant? Parce que là, si je ne me trompe pas, tu as divisé ça en 8. C'est celui-là que tu as mis en 8 appartements maintenant? 8 condos locatifs. Okay. Fait que l'avantage, c'est que là, ça devient, même s'il est rénové à 88%, là, on ne dépasse pas le 90%, il devient 40 ans SCHL. Ça fait que ça, c'est avantageux au niveau des conditions de financement. Effectivement. Vu qu'il constate d'électricité, plomberie, il est refait à neuf à 100%. C'est tout coupe-feu partout, avec de la laine partout. Fait que c'est vraiment des beaux condos, mais locatifs. Là. Fait que là, on se dit, bon, pendant 20 ans, il n'y a quasiment pas d'entretien là-dessus. Le toit est refait, tout est refait quasiment neuf. Là. Fait que là, il est loué, depuis la semaine dernière, il est loué à 100%. Fait que les derniers locataires rentrent au mois de septembre, les 2 derniers. Et on est justement en refinancement présentement. Le chiffre exact, je ne l'ai pas encore, mais on a des esquisses de financement, puis on est en haut d'une valeur marchande d'à peu près 1,5 million, là, plus ou moins. Okay, wow! Très grosse différence quand même. Entre... Il n'y a pas de refinancement. Le refinancement, ça va être un peu plus bas. Là. OK, non, c'est sûr. Question technique, encore une fois. Tu as dit 88% de rénovation. Comment tu fais pour calculer que ça va être 88%? C'est un gros débat. Là, avec mon avocat fiscaliste, il m'a donné 3 méthodes de calcul. Il y a une méthode au pied carré, il y a une méthode... nous, c'est au pied carré, mais il y a plein... Il faut se renseigner comme il faut parce qu'il y a des affaires qui ne comptent pas, comme par exemple les murs porteurs sont exclus, les cages d'escalier sont exclus du pourcentage, les couvre-planchers sont exclus du pourcentage. Il faut vraiment se renseigner pour calculer, là, parce que c'est facile. Si tu tasses un mur de trop, là, tu peux te ramasser facilement à 95%. Là. Puis là, tu connais l'impact, Patrick. Hein? Tu dois t'auto-taxer de 15% sur ta valeur. Là. Ouais. Fait que ça peut représenter, dans notre cas, 250 000 de taxes à s'auto-taxer. Fait que ça vaut la peine de vérifier, ça fait une grosse différence. Pour un mur de trop déplacé, là, ou à peu près, là, ou une pièce que tu aurais peut-être dû laisser telle caisse. L'idée derrière ça, c'est... Puis là, c'est pas toujours évident d'expliquer ça au contracteur que tu as un immeuble qui date de 50 ans, tu ne touches pas à la chambre, mettons. Là. 250 000, fait que touche pas. Non, tu vas le payer toi-même, là, 250 000. C'est ça! Mais c'est une façon... Tu sais, l'idée, là, c'est que si tu as un projet du genre à faire, assure-toi que ton calcul est validé, là. Parce que c'est trop... L'impact est trop important d'aller en une transformation plus élevée. Parfait. Si je comprends bien, tu ne peux pas être sûr à 100%. Parce que tu dis qu'il y a 3 façons de calculer. C'est mon avocat fiscaliste. Je ne connais pas les 3 façons, mais je sais qu'il y a une méthode au pied carré. Et là, il y a des exclusions là-dedans. Là. Fait que nous, on a validé là, avec notre avocat fiscaliste au niveau de la méthode de calcul, mais je n'ai pas le calcul exact devant moi. Là. Mais je crois que c'était au pied carré qu'on avait fait le calcul. Puis ça se fait lors des plans d'architecture. Hein, parce que faut que tu le fasses au début. Faut que tu saches au début c'est quoi que tu transformes. Comme il faut. C'est quoi que tu transformes pas. Là. Dis-moi, Jean-Pierre, on s'est éparpillé un petit peu. Mais c'était une super belle histoire, par exemple. Tu nous as parlé de ton Suplex, qui est un très beau projet.
Si on va revenir à la question que je te posais tantôt, le nombre de transactions, puis le nombre d'édifices que tu as achetés durant ta dernière année. Il y a eu un 4plex en Rosemont qu'on a notarié. J'ai notarié ça avec en fait, je l'ai négocié avec un courtier à mon nom. Puis, j'avais besoin d'un partenaire financier. Puis, justement, je l'ai trouvé dans le club immobilier, dans le groupe privé Facebook. Fait que ce sixplex-là, on l'a négocié vers le début de novembre. Il y avait de la contamination là-dedans qu'on a dû faire pousser le vendeur à faire une entente avec. Puis finalement, on l'a notarié vers la fin janvier cette année. Moi puis un autre partenaire là, avec lequel je suis partenaire. Puis aussi, c'est pour une transformation. C'est une transformation, on va pouvoir créer une maison de ville en arrière où il y a le garage, donc une très bonne valeur là, pour Rosemont. Une maison de ville 3 étages avec terrasse en haut, ces choses-là. Puis en avant, ça deviendrait un 4 condos, dont 2 sur 2 étages, puis 2 3,5 au deuxième. Puis ensuite de ça, il y a eu 2 sixplex. Les 2 sixplex sur la Rive-Sud, ça a été assez intéressant parce que j'ai eu un contact d'une de mes amies dans le pharmaceutique qui m'a référé un de ses amis qui devait vendre rapidement parce que je crois que c'est une affaire qui est poursuivie. Je pense que c'est une affaire de CCQ, encore une fois. Là. En tout cas, il était avec un partenaire puis il fallait qu'il liquide ses actifs très rapidement parce qu'il était dans le trouble. Fait que, puis lui, mais il avait acheté ça il y a quelques mois, financé par le vendeur, qui est un prêteur privé depuis 40 ans, un monsieur de 80 quelques années. Fait que, puis lui, mais il était financé à 3% sur 2 ans. La balance de vente, ça? Jean-Pierre, on t'a perdu. 20 000 au total. Fait que, on t'a perdu pendant une couple de secondes, Jean-Pierre. Tu veux recommencer? Qu'est-ce que tu disais? La balance de vente à 3%, non? C'est ça. Donc, le monsieur de qui on a acheté, ben, c'est le vendeur. Il avait fait une entente avec le vendeur pour être financé à 100% pendant 2 ans à 3%. Wow. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a simplement racheté racheté le prêt, dans le fond. Ouais. Puis fait une entente avec le prêteur pour simplement changer le nom du prêt, puis notarier les immeubles. Donc, ça a coûté un total 20 000 de frais pour 6 logements. Puis présentement, ces 6 logements-là qu'on a notariés le 16 janvier, ils ont déjà une plus-value de 250 000 avec une possibilité de refinancement de 140 000. Ça fait qu'on attend le 12 mois pour refinancer. Là. Ça fait qu'en janvier, on sait déjà qu'on refinance. La raison, c'est qu'on a aussi les revenus significativement. Dès le départ, là, malgré, normalement, il y a des dates et tout à respecter. Là. Il y avait déjà eu des hausses de 40 $ par loyer, mais on est allé chercher plus de loyers dès le départ. On s'est présenté des nouveaux propriétaires. On a fait des améliorations. Ça fait que ça l'a fait en sorte qu'on a déjà une plus-value là, dans ces 2 immeubles-là. Je dis que c'est un partenaire, encore une fois, qui est avec moi. Là. Est-ce que ça a été dur à passer pour les locataires, l'augmentation de loyer? Comment tu leur as amené ça? C'est sûr que tu as dit qu'il y avait des rénovations. On a eu zéro contestation. Il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est que ces 2 immeubles-là ont été laissés aller par l'ancien propriétaire pendant plusieurs années. Puis, c'est des immeubles qui ont besoin d'amour un peu. Là, puis, la façon qu'on s'est présenté, c'est qu'on était pour redresser ces immeubles-là puis améliorer leur qualité de vie. Ouais. Tout est une question de comment tu approches les locataires par rapport à ça. Ça fait que, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est justement, on a fait des lettres d'introduction et tout. On les a rencontrés. Ils nous ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient un de leurs propriétaires depuis à peu près 15 ans. Là, dans le sens que c'est une façon de parler dans le sens que l'autre propriétaire ne se pointait pas la face à rencontrer tout le monde, à voir les problèmes dans les logements. Fait que, la façon que ça a été présenté, c'est qu'on lui a dit, écoutez, il faut faire équipe pour pouvoir redresser cet immeuble-là, parce que sinon, on va revendre ça, puis vous allez être pogné encore avec une mauvaise qualité de vie. Fait que, parce que ça, c'est des immeubles qui sont plutôt de clientèle, je dirais pas difficile, mais moins haut de gamme. Là. Catégorie C ou D. Là. Ouais, c'est ça exactement. Okay. Maintenant, c'est après à améliorer. Puis l'avantage, par contre, c'est qu'on n'a jamais de retard de paiement. Tout le monde paye bien.
Super. Malgré les hausses, il n'y a jamais eu de retard non plus, mais puis on sent qu'on fait équipe avec eux autres pour améliorer ces immeubles-là. Puis on a déjà été chercher des hausses, justement, là, quand tu dis un 60 à certains la première année d'un coup, c'est quand même pas si mal là, pour 12 logements. Oui, très bien. Très, très bien. Puis on sait, puis sans aucune contestation. Ça fait que là, on sait qu'il y a de la marge encore. C'est pas augmenter pour augmenter, c'est parce qu'on ne peut pas faire les travaux et les améliorations qu'on veut faire si on n'augmente pas ces revenus-là. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on fait équipe avec les locataires, parce qu'on on les a un peu présenté notre vision puis le projet qu'on a pour ces immeubles-là. Puis comme quoi qu'ils vont être gagnants au bout de la ligne parce qu'ils vont vivre dans un milieu plus sain, amélioré, avec des meilleures conditions de vie. Puis on a expliqué un peu le plan de match qu'on avait. Puis là, on est après, évidemment, mettre ça en place. C'est surtout, on a un plan sur 2-3 ans là, avec ça. Là. Évidemment, un concierge là-bas qui est un des locataires, qui est un concierge, entre guillemets, à rabais, là, ça vaut nettement la peine parce que on a quelqu'un. Tu veux dire que tu lui fais un rabais sur son loyer moyennant des travaux ou un nombre d'heures? Et aussi, c'est quelqu'un qui est très engagé puis qui coûte pas cher. C'est comme c'est ça, exactement. Ça fait que quelqu'un qui veut qui est engagé parce qu'il vit sur place, puis c'est lui qui a le plus beau logement. Là. Ouais. Quand tu dis 2 sixplex, est-ce que sont proches l'un de l'autre? Sont-ils collés, jumelés? Un sur l'autre, c'est quasiment le même terrain. OK. Fait que donc, le même concierge s'occupe des 2 sixplex. Exactement. Tout à fait. Excellent. C'est ça. Puis l'autre affaire qui est le fun, c'est qu'il y a de la place pour construire un 8 sur ces terrains-là. En plus. Ça, c'est un projet éventuel aussi là, qui va avoir lieu. Puis l'autre chose aussi, tu me posais des questions sur qu'est-ce que j'ai acheté. Il y a aussi un 4plex que j'ai acheté seul avec un financement créatif. Là, fait que ça, j'ai notarié ça en février. Puis, c'est pas mal ça, avec plusieurs autres choses en négociation présentement, dont un projet de terrain qui devrait voir le jour en septembre. Là. Excellent. Ça, tu m'en avais parlé, c'est incroyable. Le projet de terrain, les chiffres, c'était quoi déjà? Ben là, je peux pas l'annoncer encore, celle-là, parce que après le notaire de l'annoncer. Quand tu parles de on va te rappeler après. Mais les chiffres sont assez hauts, effectivement. Et tu parlais de financement créatif sur ton 4plex. Peux-tu nous donner un peu de détails sur la méthode que tu as faite pour ton financement créatif? Il y a des choses. Oui, je te dirais, en gros, l'idée, c'est de faire participer le vendeur à une portion du financement. C'est du cas par cas, hein, le financement créatif. Je sais que c'est utilisé à toutes les sauces, là, mais l'idée, c'est ça, c'est que dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu obtenir une portion par le vendeur de financement, comme à des conditions très avantageuses, de façon à presque éliminer la mise de fonds. Fait que ça, c'est fort intéressant, là. Ouais. Mais encore faut-il que l'immeuble puisse se le permettre parce que tu augmentes ton endettement sur ton immeuble. Ça fait qu'il faut que ça soit un immeuble rentable, parce que sinon tu arrives à cash flow négatif. Là. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est un immeuble, bon, je viens juste de finir de rénover 2 des logements, puis je récupère un rez-de-chaussée qui est commercial. Ça fait que là, je me lance dans un centre d'affaires là, à Laval pour le rez-de-chaussée. Ouais. Ça fait que je récupère le local en fait 7 semaines justement pour pouvoir lancer un projet de bureau locatif, centre d'affaires, ces choses-là. Là, qui va servir pour l'entreprise aussi. Là. Ouais, excellent. Okay. Est-ce que c'est la première fois que tu touches à du commercial? Oui, puis j'ai pogné la piqûre. Je pense que ça va m'intéresser de plus en plus. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt de ma part à développer cet angle-là. Là. Ça, c'est certain. Il y a beaucoup d'avantages. Il peut y avoir des inconvénients aussi, c'est sûr. Au niveau des délais de location, dans certains cas, ça peut être très long. Ça fait que ça demande de gérer un peu différemment. Mais si tu as des bons locataires de long terme, je pense que ça vaut clairement la peine. Puis, il y a des belles opportunités à saisir. Là. Mais il faut que tu aies de la bonne clientèle, parce que sinon, tu peux manger des bouts longtemps. Absolument. Ben, écoute, je vois que tu as fait beaucoup de transactions. C'est super. Félicitations pour tout ça. Tu nous as aussi parlé de 2 sessions que toi, tu as faites, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Tu veux nous expliquer pourquoi tu ne les as pas pris, dans le fond? Tu disais peut-être que tu manquais de ressources ou quelque chose?
la première des choses, j'ai eu une opportunité avec une maison de cannabis là, à Laval. OK. C'est encore une fois un de mes contacts qui fait de la recherche de deal, qui lui avait tenté de négocier puis n'arrivait pas à des conditions avantageuses pour lui. Puis il m'a refilé la base. Fait que moi, j'ai rencontré le vendeur, puis j'ai fait une entente avec lui comme pour... en fait, j'ai signé une promesse d'achat, là, carrément, tous les détails. Ça faisait bien son affaire, parce que c'est une famille, encore une fois, une autre succession. Il était 4 là-dedans et tout. Puis finalement, la raison pour laquelle moi je voulais pas le faire, ben, c'est justement maison de cannabis, ça demande une certaine expertise. Puis qu'est-ce que j'ai vu comme opportunité? L'opportunité de tout ça, c'était pas tellement de stripper la maison puis de la reconstruire, c'était de carrément la démolir puis faire un triplex ou un quadruplex dessus. Okay. Parce qu'un terrain à Laval, ça vaut à peu près 200 000 ce terrain-là. La maison était à 145 000 la promesse d'achat. Fait que là, j'ai un contact via quelqu'un, en fait, c'est Guy Baillargeon là, qui m'a référé la personne qui aurait de l'intérêt. Salut sur Guy. mon jeu. Je l'ai contacté, il a été bien sympa. Il m'a référé quelqu'un d'intéressé qui fait ça à temps plein, là, comme d'aller chercher un terrain, de démolir qu'est-ce qu'il y a dessus, de reconstruire puis de revendre en condo. Super. Puis c'est justement cette personne-là m'a acheté la promesse d'achat. Ça a été vraiment une session de promesse d'achat. Il faut que ça soit bien fait, un bon contrat. Ouais. Là. Ce qui est bon aussi là-dedans, c'est qu'en même temps, en démolissant cette maison-là, c'est qu'il efface l'historique de la maison de cannabis. Exactement. Mais là, il a quand même fait un phase 1, hein, parce que même si c'est un complexe, là, même que c'est rendu que je vais tout le temps en faire maintenant, là, parce qu'il m'avait expliqué pourquoi il faisait ça. Puis, on ne sait jamais, là, présentement, les petits immeubles, tu n'as pas besoin d'en faire pour ton financement. C'est peut-être juste une question de temps avant que ça commence. Hein. Ouais. OK. J'en fais tout le temps, au minimum une phase 1, même si c'est un petit logement. Veux-tu nous expliquer un petit peu plus c'est quoi une phase 1 exactement? Oui, les gens comprennent pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est une analyse historique au niveau du site, c'est-à-dire qu'ils vont faire une évaluation historique du terrain pour voir s'il y a eu des éléments qui pourraient avoir été des contaminants, comme par exemple, est-ce qu'il y a eu du remblai, est-ce qu'il y a eu de l'huile antérieurement, est-ce qu'il y a eu une ancienne usine, whatever, quelle sorte une ancienne station-service. Est-ce qu'il y a eu des éléments dans l'historique de cet immeuble-là où il y aurait eu un usage qui aurait pu être contaminé? Dans ce temps-là, si jamais il y a eu lieu, si jamais il y a un risque, ils vont aller vers une phase 2 qui est ils vont prendre des carottes à des endroits spécifiques selon l'analyse historique qu'ils ont fait pour pouvoir déterminer s'il y a de la contamination là, dans les carottes. Puis juste pour être sûr, là, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi phase 1, phase 2, des carottes, ils ne vont pas piger dans un jardin, c'est des morceaux de terre. Exactement. Ça, des carottes. Là, ils vont vraiment creuser avec un gros tube là, qui enfonce dans le sol à une certaine profondeur déterminée par l'expert pour pouvoir aller voir s'il y a de l'huile là-dedans ou d'autres contaminants. Là. Ouais. Ça, on parle de combien pour faire un phase 1? Ça coûte combien? Ben moi, les dernières m'ont coûté à peu près 1200. À peu près. Okay. Peut-être que ça peut dépendre des sites, mais dans mon cas, ça va être à peu près les prix. Là. Ça peut te sauver la peau de fesse. Il y a des qui me lâchent un câble, ça va me faire plaisir d'avoir vos références. Parfait. Puis ta deuxième session? Oui. La deuxième session, ça consiste en quoi? La deuxième, elle demeure confidentielle encore pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas conclue. Elle n'est pas finalisée, OK. Exactement. Mais elle est en cours de. Parfait. Elle est en cours de, exactement. Exact. Veux-tu nous parler un petit peu de. Bien brûlant. Bien brûlant, bon, parfait. Veux-tu nous parler un petit peu de ta méthode pour trouver des aubaines? Comment tu les trouves? Ouais. Où est-ce que tu cherches? Ben, à date, ça a été beaucoup par le réseautage. La plupart des aubaines, oui, je suis connecté sur mon prospecteur, puis je pense que c'est super comme site. Ensuite de ça, les recherches immobilières. Tu vois, comme dans la dernière année, là, il y a eu la moitié des opportunités qui ont été des contacts, soit dans les réseaux immobiliers, soit des amis, des connaissances,
comme dans le cas, par exemple, de la maison de potes, là, c'était un contact qui n'était pas dans le club immobilier, mais qui fait ça à temps plein de la recherche de deal. Dans le cas des 2-6 logements, c'est une ancienne collègue de travail qui a sait que je fais de l'immobilier, qui a sait que j'offre du référencement. Ensuite de ça, dans le cas du 4plex, ça a été carrément sur Centris. Par contre, le 4plex en fait, qui est dans Rosemont, la raison pour laquelle il y avait une opportunité là-dessus, c'est l'opportunité n'était pas nécessairement visible. C'est qu'il y avait une possibilité d'utiliser le garage en arrière pour le lier au bâtiment avant, pour faire une maison de ville. C'était ça l'opportunité. Parce que le coût du garage en arrière ne coûte rien. Fait que le coût de construction de la maison de ville, c'est 350 000. Ça se revend au moins 750 dans ce coin-là. Là. Fait que ça, c'était l'opportunité, mais c'était pas apparent. Donc, c'est quelque chose que toi, tu as vu et que personne d'autre avait vu. Exactement, tout à fait. Exact. Puis ça, encore une fois, puis ça, c'est un courtier immobilier qui me l'a emmené, celle-là. Dans le cas des terrains, que je pourrais te partager plus tard cet automne, ça, c'était un contact de mon père, dans le fond, un ami. Tu sais, des fois, ça vient de la famille, là. Comme l'idée, c'est que moi, qu'est-ce que je me dis, c'est que c'est important pour un investisseur qui fait ça à temps plein, que son réseau participe à son succès. Puis ça devient un peu comme une équipe, quelque part. Comme moi, régulièrement, des amis m'appellent pour me demander si je suis intéressé par ci ou par ça. Je suis toujours content de ça. Comme ça peut être des contacts du club immobilier. D'ailleurs, moi-même, comme quand il y a des opportunités qui me passent sous la main, qui ne sont pas de mon secteur géographique, mais j'essaie de les référer parce que ça devient donnant-donnant. Hein. Ça fait que c'est un peu d'un partenariat. Moi, je ne vois pas ça comme une compétition, là, dans le sens que c'est ça, si tu es 8 sur un deal, il y a une compétition pour le closer. Mais au bout de la ligne, il y a de la place pour tout le monde en immobilier. Là. C'est vrai, c'est exactement ce que je dis à tout le monde. Il y a beaucoup d'aubaines, il y a beaucoup de... Moi, je vois ça comme du partenariat. Beaucoup de valeur ajoutée, fait qu'il y a de la place pour tout le monde. On ne sait jamais qui peut nous rendre service et à qui on peut rendre service. Exact. C'est comme la commission Charbonneau, là. Un chum, c'est un chum. J'aimerais ça savoir, Jean-Pierre, pas légal, mes patentes, là. C'est quoi, ça a été ta plus grosse erreur? Est-ce qu'on t'a parlé tantôt de la CCQ? Ouais. Ça a vraiment été ça? Ça a été ça à 100%. Ma plus grosse erreur, ça a été de ne pas faire les vérifications diligentes et de me fier aux bonnes paroles. Plus jamais, que ce soit pour des locataires, que ce soit pour des entrepreneurs, que ce soit même pour des partenaires. Même des amis, comme moi, j'ai un de mes connaissances qui m'a carrément, entre guillemets, volé un deal là, il y a 2 ans. Ben, pour lui, c'est pas sa perception des choses. Mais tu sais, comme l'idée, c'est que ce soit avec n'importe quel collaborateur, je pense que tout le monde qui veut être sérieux aujourd'hui, on doit faire des papiers comme du monde, avoir des avocats fiscalistes, avoir des papiers bien faits, des conventions d'actionnaires bien faites, des rencontres. Tu sais, comme moi, qu'est-ce qui nous a fait changer certains deals, comme entre autres le 4plex qu'on a acheté en partenariat. Il y a eu un moment donné un partenaire qui a débarqué, mais c'était suite à une rencontre avec un avocat fiscaliste. Comme, si l'avocat fiscaliste il est bon, mais il va bien au-delà de faire une convention d'actionnaire, il agit comme conseiller pour les parties, puis pas juste pour protéger mes intérêts, mais les intérêts de tous les gens à la table. Puis il faut qu'il soit capable de brasser la cage de chacun des partenaires, à savoir est-ce que t'es-tu in ou t'es out, là. L'idée derrière ça, c'est qu'il faut savoir dans quoi on s'embarque. Il faut que les gens fassent des choix éclairés, un peu comme si tu prends, moi je vois ça un peu comme dans le pharmaceutique. Si tu es pour prendre un médicament, là, dans les années 40, tu prenais qu'est-ce que le médecin te donne. Mais dans les années 2000, 2017, comme tu te renseignes, puis tu ne prends pas n'importe quelle cochonnerie sans te renseigner sur qu'est-ce que ça va faire, puis qu'est-ce que tu prends. La même chose pour un partenariat immobilier. Je pense qu'il faut avoir des décisions éclairées autant sur le choix des partenaires. Puis les partenaires eux-mêmes, il faut qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent puis avoir de la transparence. Ça fait que moi, je vois ça un peu comme ça. Puis pour ça, mais ça demande de mettre carte sur table puis de savoir, bon, t'es-tu sur le bord de la faillite ou pas? Il y a une vérification diligente qui doit se faire, là, parce que on ne sait pas nécessairement, il y en a des beaux parleurs des fois,
Ben, je te dirais qu'en général, les gens, c'est tout du bon monde, mais il faut faire en 2017 le minimum de vérification diligente, autant nos locataires, nos partenaires, les associés, whatever, là. Puis encore plus les entrepreneurs, je te dirais. Bon Comment point. tu fais une Bon vérification point. pour les Sont dans entrepreneurs? une classe à part, là. Ouais. Bon point. Pour le monde qui nous écoute, c'est Ouais. comment tu vérifies si un entrepreneur il est legit? Ben, la première des choses, tu vas voir au niveau du site de la RBQ si sa licence est valide. Si tu ne le trouves pas sur le site de la RBQ, il y a déjà un petit son de cloche qui devrait te sonner, là. Ouais. Ensuite de ça, moi, j'aime bien voir s'il est assuré ou non. Puis aussi, OK. je demande toujours maintenant des lettres de conformité de CCQ et de CSST. Comme lettre de conformité, ça, ce que ça fait en sorte, c'est que ça vient dire qu'à telle date, il est conforme avec la CCQ puis il est conforme avec la CSST. Fait que moi, je vérifie moi-même sur le site, mais avant de l'engager, c'est un critère minimum. Puis l'autre chose qui est hyper important quand on a des projets, c'est que cet entrepreneur-là va engager des sous-contractants. Fait que toi, tu es responsable en tant que donneur d'ouvrage des sous-contractants si l'entrepreneur ne les paye pas. Fait avant de payer tes factures à entrepreneur, ou du moins en cours de route, tu t'assures au fur et à mesure d'avoir des quittances de ces sous-contractants-là. Là. Parce qu'ils peuvent réclamer des hypothèques légales après. Hein, si jamais ils ont envoyé en effet. ils doivent envoyer une lettre au préalable là, pour pouvoir, une dénonciation de contrat pour pouvoir ouvrir des hypothèques légales, mais c'est important d'obtenir ces quittances-là, d'obtenir les preuves de paiement, puis de suivre cette preuve. Je dirais que ça a été la plus grosse erreur, ça a été d'écouter les bonnes paroles, puis de pas... tu sais, j'ai confiance trop facilement à faire confiance aux gens, puis à faire en sorte d'accorder ma confiance, mais ça a été ma principale erreur. Là. On ne se fie pas aux bonnes paroles. Oui, c'est bien le fun. On se dit, hey, fine, c'est cool, mais à la fois, il faut prendre pour acquis, un peu comme en vérification diligente auprès d'un vendeur, mais que le dossier. Est-ce que vous êtes là? Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu la ligne. On est encore là. Puis même, écoute, est-ce que vous m'entendez? On est totalement d'accord avec toi, Jean-Pierre. Allô? Oui, on est toujours là. Je pense que c'est juste toi qui nous a perdu. Ça a comme coupé le monde. C'est toi qu'on va entendre. Ça pour dire que maintenant, je prends pour acquis que c'est tout de la bullshit puis que je vérifie tout moi-même. Ouais. Comme à tous les niveaux. Même si je sais que je peux avoir confiance en certaines personnes, j'aime mieux vérifier. Puis ça devient un peu comme un réflexe de dire, bon, je l'ai dans le dossier, j'ai fait mes vérifications diligentes, autant pour acquérir un immeuble, je me fie pas à la fiche du courtier immobilier. Quand on vérifie, je vérifie tout. Puis on trouve des affaires des fois. Là, un des affaires qui m'a bien gros marqué, là, c'est quelqu'un qui disait qu'il payait 800 de loyer par mois. Puis en jasant avec le locataire, il payait 300 par mois parce qu'il recevait 500$ pour passer le balai et entretenir l'immeuble. Là. Ça fait une petite différence dans le cash flow. T'sais. Quand même. Ouais. Quand même. C'est ça. En effet, on dirait que c'est quasiment l'erreur du débutant de vouloir faire confiance puis de ne pas faire l'effort de regarder puis, comme tu disais, c'est facile de faire confiance. Puis, exact. On est un peu souvent, c'est le réflexe naturel de dire, regarde, c'est un bon Jack, là, il est cool, il a l'air le fun, je pense qu'on peut se fier dessus, mais non, tu peux pas te fier dessus. Là. Excellent. Puis même si tu peux te fier dessus, tu es juste content de l'avoir vérifié parce que ça vient de prouver que c'est ça vient solidifier ta confiance. C'est ça. Ça fait qu'au bout de la ligne, tu fais de la vérification diligente, ça vient de prouver que tu avais raison d'avoir confiance. Là. Ça fait que tu es content. Absolument. Puis si tu trouves de quoi, mais tu t'évites des erreurs et des problèmes. Ouais. Jean-Pierre, tu nous as parlé au début de création de valeur. Moi, j'aimerais ça savoir par rapport à ça. Selon toi, là, quand tu vas faire des travaux où tu veux redonner plus de valeur à un immeuble, c'est quoi les éléments qui sont les plus payants selon toi? Eh boy, ça dépend des dossiers, hein? Ça dépend des dossiers. Mais en général, moi, ce que j'ai l'impression, c'est évidemment, si on parle par exemple d'un immeuble à revenus, évidemment, c'est tout ce qui est optimiser le logement en tant que tel lui-même, selon moi. Comme par exemple, si, dans le cas de nos immeubles à Sutton, comme les logements sont très bas de gamme, on n'ira pas nécessairement mettre du haut de gamme là-dedans.
Mais si on a à rénover un logement, mais la cuisine, la salle de bain en partant avec un coup de pinceau un peu partout, changer les couvre-planchers, on peut s'en tirer pour à peu près peut-être 8 000 $ pour ces logements-là parce qu'on ne met pas la totale. Là, comme si, puis à ce moment-là, on peut aller chercher une bien meilleure valeur au niveau locatif, mais on ne le fera pas d'emblée avec un locataire qui paye 340 par mois là, dans un 4,5. Évidemment. On utilise le moment opportun, c'est-à-dire soit qu'on a une entente avec avant. Parce que moi, je n'irai pas investir dans un logement que je ne peux pas augmenter. Fait que si, par exemple, que là, on a 2 départs, là, fait que c'est clair que c'est le moment. Là, fait que là, il y a 2 départs. L'autre chose, on a, avec 3 des locataires à Sutton, rénover les salles de bain, mais avec une entente avant de hausse de loyer. Comme, je sais que normalement, tu ne peux pas nécessairement faire ça officiellement, mais officieusement, il y a toujours moyen de s'entendre. Exact. Puis l'expression, écoute, tu veux une salle de bain neuve, là, tu payes le loyer d'une vieille salle de bain. Là. Tu veux une salle de bain neuve, mais c'est tant de plus. Là, on va t'affaire ta salle de bain, puis on va changer ton Jean-Pierre, comment tu fais ta gestion? Tu me dis que tu as un immeuble à Sutton qui est quand même une bonne distance si toi tu restes à Blainville. Oui. Comment tu fais ta gestion? Mon partenaire est dans les sud, puis on a une gestionnaire qui collecte les loyers là-bas. Il y a un concierge sur place. Est-ce que toi, est-ce que tu as gestionnaire ou compagnie de gestion pour tous les immeubles? C'est pas une compagnie de gestion. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans le seul endroit où j'ai quelqu'un qui gère ça, c'est Sutton. Puis on a quelqu'un de fiable pour les collectes de loyers. On a un concierge maintenant là, depuis cette semaine, en fait, qui est quelqu'un qui habite dedans. Là. Exactement. Fait que ça, c'est pour Sutton. Puis ça se passe assez bien à date. Là. Mais l'idée, c'est que ça dépend ça dépend de la fiabilité de tes gens. Fiabilité, tu veux dire des locataires ou des gens que tu vas engager? Bien, les deux. C'est-à-dire que ceux que tu engages, c'est hyper important. Là. C'est-à-dire que les relations que tu as avec tes locataires sont primordiales, puis ça, tu peux les impacter de façon importante. C'est comme la façon que tu agis, la façon que tu les traites, la façon que tu communiques. Tu peux être très ferme avec des locataires tout en ayant des bonnes relations. Je pense que c'est ça la clé. Il ne faut pas que tu dises oui à tout non plus. Là. Puis l'autre chose aussi, c'est l'idée, c'est, moi, je vois ça un peu comme de se présenter aux locataires comme quoi qu'on fait une sorte de partenariat. Là. Le partenariat, je l'utilise beaucoup, mais je les vois un peu comme des qui font partie de comme des clients. Oui, exact. C'est vrai, ça, je suis d'accord avec ça. Les clients, ils sont importants. Ils sont importants, mais ils doivent respecter les règles aussi parce qu'on a des attentes. Là, c'est ça. Même chose pour les collaborateurs, que ce soit la personne qui collecte les baux. On a des façons qu'on l'engage pour que ça devienne comme, tu sais, motivée, là, la personne. Puis le concierge, mais lui, il est motivé aussi parce qu'il améliore les lieux, il vit sur place. Lui, qu'est-ce qui le motive? C'est de rendre l'immeuble un peu à l'image de son logement puis de faire des améliorations. Je te dis pas que c'est parfait, il y a des fois des petits problèmes, mais en général, à date, ça se gère très bien. Là. Les loyers rentrent tout le temps, fait que là, dans ce temps-là, on est content. C'est ça. Parfait. C'est ça. Écoute, pour... question, vas-y, Ali. Non, vas-y, Patrick, vas-y en premier. Ouais, moi, je veux changer complètement de sujet. C'est une question qui est sur le sujet Widigo. Fait que je vais y aller. Question biggerpocket.com. Tu dis que tu lis des livres. C'est quoi ton livre préféré dans l'immobilier? Dans l'immobilier, c'était, voyons, le livre, j'en ai plusieurs. Là. C'est un livre de Jacques Lépine sur l'indépendance financière. Okay. L'indépendance financière en immobilier. Ça t'a-tu vraiment donné des trucs, ça t'a aidé à booster? Et là, j'ai comme perdu la ligne. Ouais. On est toujours là. Je suis là. Ah, bien? Okay. Ouais, excellent. Fait que ça t'a vraiment donné des trucs dans l'immobilier, ça t'a aidé à avancer? Ah, absolument, tout à fait. Moi, ça m'a donné. Mais ça m'a aidé au niveau de la vision de tout ça, puis à me dire que tout est possible là, quelque part. Là. C'est vrai qu'il parle beaucoup d'augmentation de valeur, de la différence, puis l'équité, le long terme. C'est un très bon livre en passant, on le recommande. Oui. Le livre de Jacques Lépine, c'est vrai, je l'ai lu moi aussi. Très bon livre. Ben, je l'ai trouvé inspirant, puis moi, ça a été une source d'inspiration tout simplement parce que ça m'a ouvert. C'est un des livres qui m'a ouvert un peu les yeux sur les possibilités.
Puis, je trouvais que ça permet d'un peu de rêver. Et, je pense qu'à quelque part, faut faire en sorte que le rêve devienne réalité, là. Ouais. Mais ça part d'un rêve à quelque part, puis d'une vision, hein. Puis d'une passion, beaucoup. Tu peux pas réussir là-dedans si tu n'as pas une passion, puis si tu l'as pas dans les tripes, là, à mon avis. Parlant de réussir, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit en immobilier et quelqu'un qui échoue? La qualité des partenaires, puis la passion, la vision, vision, plan d'action, d'être sur le terrain. Il ne faut pas que tu restes dans ton bureau en immobilier, là. Si toi, tu étais pour coacher des gens, parce que tu nous as parlé tantôt que toi, tu as fait du coaching, si toi, tu étais pour coacher quelqu'un qui était débutant, ça serait quoi, si tu avais à résumer en une phrase, ce que tu aurais à lui dire pour le motiver, pour l'aider dans son succès, ça serait quoi? C'est une bonne question. Je te dirais, c'est clair, va sur le terrain puis va te faire les dents, là. Tu ne restes pas chez vous. Va en voir des immeubles, fais des offres d'achat, va rencontrer des gens, rencontre d'autres investisseurs. Fais-toi un plan, là, puis rencontre 100 personnes d'ici le mois prochain, là. Que ce soit des investisseurs à succès, que ce soit des vendeurs, que ce soit des courtiers hypothécaires, whatever. Va sur le terrain puis va acheter des immeubles, là. C'est sûr, il ne faut pas que tu achètes n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que si tu restes dans ton bureau, là, tu vas lire des livres puis tu ne feras jamais rien. En effet. Tu vas naviguer sur Internet, sur Centris, puis tu ne verras jamais d'opportunités parce que les opportunités ne sont pas apparentes. Il faut que tu les crées sur le terrain, là. C'est l'expérience. Excellent. Fait que merci beaucoup pour l'entrevue, Jean-Pierre. C'était excellent. On a appris plein de bonnes choses. Puis on a hâte de partager ça avec tout le monde. Excellent. J'espère que ça va être utile à des gens. J'en doute même. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Fait on te souhaite, une bonne journée. Oui, puis on va te rappeler l'année prochaine pour voir si ça va toujours bien. C'est fantastique. À la prochaine. Parfait. Au plaisir, Jean-Pierre. À la prochaine. Bye-bye. Au plaisir. Bye. Hey tout le monde, c'était Jean-Pierre Campeau. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. C'était plein de bons trucs, plein d'astuces géniales, exprès pour vous autres, pour que vous puissiez apprendre encore plus. C'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un de passionné, même de motivé, ça paraît. Tu le vois dans ses yeux, vous le voyez pas, mais tu le vois dans ses yeux qui aime ça et qui en mange. Écoute, c'était même écrit en arrière sur son mur, on l'a vu tout le long, tout est possible. C'est vrai ça, entre nous autres, on se le cachera pas. Quand on est passionné et qu'on est motivé, tout est possible. Et vous avez vu aussi le paquet de petits livres que Jean-Pierre avait. Ça aussi, c'est inspirant. Mettez-vous dans la lecture, mais tout aussi, comme il disait, passez à l'action. Il n'y en a pas de secret. Il faut juste passer à l'action. C'est super important. Puis aller de l'avant. Tu apprends toujours plus sur le terrain. En effet, on apprend toujours plus sur le terrain. Puis on a plein de bons trucs. Mais ça n'empêche pas que pendant que vous êtes sur le terrain, pendant que vous conduisez, écoutez-nous, prenez le temps de regarder les podcasts jusqu'à la fin. On va avoir plein d'autres excellentes entrevues comme celle-là. Puis on va interviewer d'autres gens passionnés puis qui vont partager leurs secrets avec vous autres. Fait que si vous avez aimé ça, gang, n'hésitez pas à partager sur Facebook le podcast, à partager le post. Regardez, on va en avoir plein d'autres investisseurs à succès demain qui vont donner des trucs. Ce n'est que le début. Donc, soyez toujours à l'écoute, gang. Excellent, oui, très bon point. Faites-nous une faveur, allez liker, allez partager, puis distribuez ça à tous les gens qui aiment l'immobilier, même ceux qui ne l'aiment pas, mais que peut-être qu'ils pourraient avoir la piqûre à travers ça. Partagez ça avec eux autres. Puis faites-nous connaître le podcast Mon Prospecteur. Alors, de ma part, Olivier Lepage. Ça va être vous. Oh ouais, ça, tu fais, on le coupera, ça. Qui sait, peut-être un jour, ça va être vous qu'on va interviewer à nos podcasts. Donc, let's go. Effectivement, bougez. Ça va peut-être être vous autres un jour. Alors, de la part de Patrick et moi, Olivier, on vous souhaite bye-bye et à la prochaine. Bye-bye, gang.